le troisième et dernier cours qui s'intitule donc la mission spécifique de la femme. Alors pour cette partie, je commence par un petit avertissement. C'est toujours délicat pour moi de parler, bon vous n'êtes pas toutes mariées, mais certaines d'entre vous oui. Donc c'est toujours délicat, étant donné que je suis ou plus jeune, ou célibataire, ou sans enfant. Je suis pas du tout là ni pour juger, ni pour donner des leçons, ni pour dire je sais mieux que tout le monde, etc. J'ai aucune autorité entre guillemets sur vous. Mais par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes lectures, de mes expériences personnelles, les nombreux témoignages que je reçois, ça me donne pas mal de clés peut-être pour comprendre certains fonctionnements, les choses qui vont, les choses qui vont pas. Voilà, donc ça peut m'aider à vous aider tout simplement. Celles qui sont déjà mariées, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, vous prenez ce qu'il y a à prendre. S'il y a des choses qui vous aident, tant mieux. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, mais le fait de les entendre aussi, ça peut aider à mettre des mots dessus et puis à transmettre peut-être plus facilement à vos enfants. Et pour celles qui sont pas encore mariées, tout simplement, ce que je vais dire, c'est pour vous aider à vous préparer à être des bonnes mères, des bonnes épouses et des bonnes éducatrices. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas à partir du moment où vous allez dire oui, je le veux devant le prêtre. Ça se travaille, ça s'apprend, ça s'exerce dès l'adolescence. Là, par exemple, tout ce dont je parlais sur la connaissance de la femme, ses défauts, ses qualités, c'est des choses dès l'adolescence, on peut très facilement commencer à y réfléchir et à y travailler. Et puis si jamais vous vous dites moi de toute façon je vais aller au couvent, ou moi de toute façon je me marierai jamais, ou j'en sais rien, de toute façon c'est des choses qui sont utiles puisque c'est vraiment, elles se rapportent, comme je le disais, par exemple le fait d'être mère, ce n'est pas que charnel. Donc toutes ces choses dont je vais vous parler peuvent servir de toute façon, déjà pour vous, pour votre propre épanouissement, pour les relations avec les hommes de façon générale. Les relations avec les hommes, c'est pas forcément qu'en couple, ça peut être avec les frères, les sœurs, les frères, les parents, les cousins, etc. Les collègues aussi. Voilà, ça peut vous aider aussi à aider d'autres jeunes filles. Donc voilà pour le petit avertissement. Dans ce troisième exposé, on va voir concrètement comment on peut mettre en œuvre tout ce qu'on a vu précédemment. Être une femme vraiment féminine, être une sainte femme, c'est un beau programme sur le papier, mais j'espère vraiment vous donner envie de vous lancer dans cette aventure, ou en tout cas avoir le courage d'y persévérer si vous êtes déjà sur cette voie. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, on vit dans une société désordonnée. Donc, le faux devient le vrai, le laid devient le beau, le mal devient le bien. Il n'y a plus aucun repère, tout est inversé, tout est vicié. Et la première chose à faire pour rétablir l'ordre dans cette société révolutionnaire est de rétablir l'ordre naturel de la première communauté de cette société politique, qui est donc la famille. La famille qui va être la base de cette société, la première cellule. On l'a vu, la famille est une société imparfaite dans le sens où elle ne se suffit pas à elle-même. On l'a vu dans le premier cours. C'est pour ça que le premier devoir est d'abord politique. Et c'est en agissant au niveau du pouvoir et de la société politique que l'influence de la famille sera bénéfique. En fait, ça ne suffit pas de réformer les familles pour réformer la société, mais si on réforme la société, il faut aussi réformer en premier la première communauté, la famille. Saint Alphonse de Liguori disait « Je préfère convertir un roi que 1000 familles », puisqu'après c'est le roi qui va, on va dire, insuffler, et c'est grâce au roi que le peuple pourra se convertir. Mais évidemment, il est aussi important de rétablir l'ordre naturel dans la famille, et ça passe d'abord par la compréhension et le respect du rôle et des responsabilités de chacun au sein de cette famille. Le père n'a pas les mêmes responsabilités que la mère, qui n'ont pas les mêmes responsabilités que leurs enfants, etc. etc. La société actuelle a réussi à mettre un grand désordre, notamment en commençant par corrompre les familles. Et c'est passé par la prétendue
libération de la femme. Donc on voit que la femme a vraiment eu un rôle négatif à jouer dans toute cette destruction de la famille et de la société. Il faut donc réapprendre à être de vraies femmes et de saintes femmes, réapprendre aussi à respecter l'autorité du père et à travailler tous à l'unisson pour le bien commun dont je parlais dans mon premier cours, et donc pour travailler pour la perfection de la famille et de chaque communauté et de la société politique tout entière. Comment vivre et rayonner notre vocation féminine spécifique dans la perspective de la construction de cette société politique orientée vers le bien commun? Comment former les jeunes filles pour qu'elles aient toutes les clés en main pour remplir ce rôle? Eh bien justement, nous allons voir maintenant tout ce que la femme peut faire et doit faire surtout en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant qu'éducatrice. Ça sera vraiment les 3 parties de ce dernier cours. Et juste avant de commencer ces 3 parties, je voulais vraiment réinsister sur le fait que le rôle de la femme est important et que la femme, je l'ai déjà dit mais je le répète, a vraiment le pouvoir de faire autant de mal que de bien. Et le fait de ne rien faire, c'est déjà mal faire. Ça, il faut bien le comprendre, le fait d'être tiède, le fait de faire le minimum, de ne pas s'intéresser, c'est déjà mal finalement. Il faut vraiment faire le bien, être positive là-dessus et pas juste se contenter de ne pas faire le mal ou ne pas suivre le féminisme, par exemple. Voilà. Non, il faut vraiment faire le bien. Et le fait que la femme ne tienne pas son rôle peut occasionner de grands désastres, mais ça, on le voit déjà dans la société actuelle. Donc rien n'est anodin, il faut faire attention à tout, donner le meilleur de soi-même et développer ses talents. La femme n'est pas là pour... La femme n'est pas là que ce soit la famille ou la société pour simplement effectuer des tâches matérielles, s'occuper de la logistique, se tourner les pouces pendant que les hommes font le gros du travail. Non, nous devons vraiment seconder les hommes, les épauler et prendre nos responsabilités. Donc pour commencer, être épouse. Alors beaucoup de choses que certaines épouses font, certaines choses plutôt, elles le font vraiment de façon inconsciente. C'est-à-dire il y a des choses qui sont faites ou dites par rapport à son mari, qui sont maladroites, qui peuvent abîmer la relation de couple, qui peuvent empêcher une bonne communication. Tout ça, c'est pas fait de façon consciente, parce que généralement, si on épouse son mari, on l'aime, on veut son bien, on veut une bonne relation. Mais vraiment de façon inconsciente, on va avoir des petites maladresses, et c'est vraiment des choses à changer d'urgence. C'est valable pour toutes les relations, enfin pour toutes les relations avec tous les hommes, pas seulement les époux, hein, comme je le disais. La première chose à faire en tant qu'épouse, c'est déjà, je l'avais déjà évoqué, choisir un homme bien. Ça peut paraître basique, mais finalement c'est important. On peut avoir tendance à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions par rapport à cela. Choisir un homme bien qui va vraiment nous aider à nous tirer vers le haut, nous aider à grandir dans la vertu. Et pour celles qui sont déjà mariées, aidez vos enfants et vos filles à choisir un bon mari. Autre chose, aidez aussi, soit aider vos filles, soit vous, si vous êtes déjà grande, à bien vous connaître et à bien vous connaître pour faire les bons choix. C'est aussi en se connaissant bien, que ce soit son caractère, tout ce qui est caractère, tempérament, tous les dons qu'on a reçus, sa personnalité, etc. Bien se connaître pour aussi faire les bons choix. Il y a beaucoup de livres qui existent et qui sont très bien faits. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray. Ça, c'est pour apprendre plus les différences hommes-femmes, différences de fonctionnement, mieux se comprendre et mieux communiquer. Il y a aussi les langages de l'amour de Gary Chapman, qui est donc un Américain. Il y a plusieurs livres comme ça pour... et comment il s'appelle ? Alexandre Dianine Havard, je crois, qui écrit sur les tempéraments et les caractères. Et puis sur les tempéraments et les caractères, il y a les conférences de l'abbé Bruciani là-dessus. Tout ça, c'est des petites choses, mais qui vous aident à mieux vous connaître, mieux connaître les relations hommes-femmes. Ça peut aider. Et tout simplement pour choisir un homme qui vous fera grandir et que vous aimez pour ses vertus et pas
ni pour son physique, ni pour son argent, même si ce sont des éléments évidemment qui comptent, mais voilà, surtout par rapport à la vertu. On en parlait hier, je crois que c'était pendant le dîner qu'on parlait de ça. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes attentes. Les femmes ont besoin, comme je le disais, de se sentir aimées, de sentir qu'elles plaisent. Un époux qui dit à son épouse, ou un père qui dit à sa fille « Qu'est-ce que t'es belle, cette robe te va ravir », la fille, elle est refaite au moins pour la journée, si ce n'est pour la semaine. Alors là, ça va lui donner de l'énergie, elle va se sentir bien, elle va se sentir belle, elle va avoir envie de faire des efforts, de faire plein de choses, d'être agréable, de rendre des services. Enfin, vraiment, c'est le moteur pour avancer, ça va être ça. Les hommes n'ont pas besoin de plaire, enfin, n'ont pas spécialement ce besoin de plaire. Les hommes ont plutôt besoin de se sentir admirés. Ils ont besoin qu'on soit fiers d'eux, qu'on leur laisse leur rôle de protecteur, ce rôle de pourvoyeur aussi, c'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille. Et l'homme a besoin de sentir qu'on l'admire, qu'on lui fait confiance et qu'on lui laisse sa place. Voilà, il a la charge de la famille et comment dire, on est vraiment derrière lui, on le seconde et on accepte que ce soit lui qui ait ce rôle et qu'on ne soit pas toujours en train de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, à quelle heure ils doivent le faire et par quels moyens. C'est vrai qu'en tant que femme, on a un peu tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser et parfois certaines épouses ont tendance à trop être sur le dos de leur mari, trop leur dire exactement ce qu'ils doivent faire quand, et puis quand elles le font, c'est « Ah mais non, mais il fallait pas le faire comme ça ». Alors forcément, un homme, si déjà on est tout le temps en train de lui demander « Tiens, il faudrait que tu laves les carreaux, tiens, il faudrait que tu répares telle chose, tiens, fais ci, fais ça hein », plus on va lui dire, moins il va avoir envie de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire, mais il faut demander, par exemple, si on a un service à lui demander, s'il y a quelque chose à réparer, voilà, on lui dit, et on le laisse faire avec ses moyens, quand il le veut, voilà. Plus on va le harceler, moins il va avoir envie de le faire. Et surtout accepter que les hommes fassent à leur manière et ne pas toujours être en train de passer derrière, corriger. « Ah, moi, j'aurais pas fait comme ça. » Voilà. Alors déjà, un homme, si par exemple, je sais pas, vous demandez à votre mari de laver les carreaux parce que c'est très en hauteur, vous n'y arrivez pas. Déjà, s'il le fait et qu'après vous lui dites « Ah bah là, c'est mal lavé. Ah mais non, moi, j'aurais pas pris ce chiffon-là. Ah mais non, fallait faire dans l'autre sens parce que là... » Mais l'homme, il pète un câble, en fait. Si déjà, il rend un service, mais qu'après, derrière, c'est jamais assez bien. Voilà, ça, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et aussi, le laisser faire dans l'éducation des enfants. On le disait, voilà, l'homme et la femme n'apportent pas la même chose à l'enfant, n'ont pas la même façon de faire. Et pour les femmes, parfois, les femmes vont parfois trouver que l'époux est trop brusque ou trop violent, ou attention, ça va être dangereux, ou non, je laisse pas mon mari avec les enfants parce qu'ils vont manger des frites au lieu de manger des haricots verts, et ils vont salir leurs habits dans le parc et je sais pas quoi. Ou alors ils vont rien manger. Il va lui mettre sa robe, sa jupe rose avec le haut rouge, ça ne va pas du tout. Il a choisi le mauvais serre-tête pour aller... Ah non, ça va pas non plus. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir que tout soit exactement bien fait et on se dit, bah, l'homme va faire différemment. A priori, si vous avez choisi un bon mari, vous pouvez quand même espérer que si, par exemple, vous partez un après-midi et que vous laissez les enfants au mari, a priori, vous allez quand même les retrouver vivants. Donc, il faut pas s'inquiéter. Peut-être que votre fille sera pas habillée comme vous le vouliez. Peut-être qu'ils auront pas mangé exactement le menu qu'il fallait, etc., etc. Mais de façon globale, voilà, faut laisser aussi les époux faire à leur manière quand il faut. Pareil avec les petits garçons aussi, les papas sont parfois un peu plus, allez, on fait la bagarre, etc. Et toujours les femmes ont un petit peu peur ou se disent mais non, faut pas être trop brusque, etc. Voilà, faut laisser l'homme apporter aussi l'éducation spécifique et ce qu'il a à apporter aux enfants de son côté. Accepter aussi que l'homme, ça sera peut-être plus dans la partie éducation, mais voilà, les femmes, on va avoir tendance à laisser tout passer, à s'attendrir plus facilement devant un enfant. Peut-être, alors pareil, c'est des généralités, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde est exactement pareil, mais voilà, laisser le mari aussi dire les choses, être un peu plus ferme, montrer qu'on est d'accord avec lui, qu'on le soutient et qu'on le soutient dans ses décisions.
Voilà, montrer à l'homme aussi qu'on a besoin de lui, qu'il est utile. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le solliciter pour rien tout le temps, mais l'homme a besoin vraiment de savoir qu'il est respecté, que vous le respectez, que vous avez besoin de lui et qu'il est utile tout simplement et que vous vous sentez en sécurité avec lui. L'homme a besoin de sentir que votre époux, c'est le numéro 1 dans votre vie, c'est lui qui est le plus important. Alors ça ne veut pas dire qu'on néglige le reste, mais voilà, il a besoin de sentir, c'est vrai que parfois les femmes peuvent aussi avoir tendance à se dire, une fois qu'elles deviennent maman, bah, c'est mon bébé qui compte, le mari on le calcule même plus, on le voit même plus et on lui parle plus. C'est normal, un petit enfant, un nouveau-né demande de l'attention, c'est certain. Je ne pense pas que votre mari pourra vous reprocher ça. Mais voilà, ne pas tomber dans l'excès de se dire « j'ai mon enfant, il est pour moi, je peux le câliner autant que je veux, c'est mon petit objet » et hop, le mari, on le laisse vraiment de côté. Voilà, il faut aussi trouver un équilibre par rapport à ça. Croire en son mari, ça c'est bon, ça peut paraître basique aussi, mais c'est vrai que ce sont des petites choses, mais qui vont lui montrer voilà que vous lui faites confiance, que vous savez qu'il peut se débrouiller, qu'il peut faire le bien, et que même si c'est pas fait exactement à votre manière, bah, il peut y arriver. Tout ça, je le tire notamment. Alors, j'ai reçu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et qui sont notamment sur un blog très bien fait américain où c'est une épouse qui donne énormément de conseils par rapport à ce qu'elle vit, aux témoignages qu'elle reçoit, etc. Et on voit, et elle partage souvent les témoignages de femmes qui font tous ces efforts dans leur vie de couple, des couples où ça va vraiment très 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 mal, qui sont vraiment au bord de la rupture, où la communication passe plus, où rien ne va, c'est des disputes sans cesse. Mais ça part en fait, alors que chacun aime l'autre, a priori, mais ça part d'incompréhensions qui font que la femme n'a pas l'impression que son mari l'aime et le mari n'a pas l'impression que sa femme le respecte. Donc elle montre, à travers tous ces témoignages, on voit que les femmes qui ont eu le courage de changer en premier et de se dire bon, mon mari a des défauts, mais moi, je vais changer déjà moi en premier. Tout ce que je peux changer, je le change. Et toutes ces femmes qui ont fait l'effort d'être moins sur le dos de leur mari, de plus leur faire confiance, de leur montrer qu'ils étaient capables sans les infantiliser, bien sûr, mais voilà, vraiment faire confiance et respecter, sans être tout le temps en train de faire des remarques. Ça a donné... parfois, ça met un peu de temps, parce que les hommes ne vont pas non plus changer du jour au lendemain. Mais les hommes, en voyant que ça changeait, qu'on leur faisait confiance, etc., ils se sentent moins castrés et ils ont plus envie aussi de prendre leurs responsabilités, d'avancer et de déployer, eux, toutes leurs qualités spécifiques. Et d'ailleurs, une chose importante, et on le voit dans l'épître de Saint Paul, mais je ne sais plus laquelle, celle qui porte toujours à polémique, donc on lit au mariage et qui dit... femmes, soyez soumises à vos maris, respectez-le, etc. Et on dit aux hommes, hommes, aimez vos épouses. Donc on demande aux femmes de Saint Paul ne dit pas femmes, aimez vos hommes, aimez vos épouses et femmes, aimez vos époux. On dit pas on ne dit pas la même chose pour les deux. À la femme, on lui rappelle qu'il faut qu'elle respecte son mari parce que c'est évident qu'elle va l'aimer. Je dirais a priori dans un monde normal où on épouse son mari, voilà, parce qu'on l'aime. La femme, ça va être naturel d'aimer son mari, mais peut-être qu'elle va avoir plus de mal, je pense qu'elle le respecte aussi, mais elle va avoir peut-être plus de mal à le montrer et à pratiquer le respect au quotidien. Et à l'homme, on ne va pas dire de respecter sa femme, on va lui dire aimez vos femmes, parce que c'est peut-être le petit manquement qu'ils vont avoir, ou ça va être peut-être moins naturel pour eux. Alors évidemment, un époux aime son épouse, a priori aussi, mais peut-être qu'ils vont avoir plus de mal à le montrer, à le dire au quotidien, etc. La femme, on va pas avoir de problème à dire je t'aime et à le montrer de toutes les façons. Peut-être que l'homme au quotidien va avoir plus de mal. Après, l'homme le montre de façon différente. Mais voilà, ce qui va être plus important pour l'homme, c'est peut-être le respect. L'amour va passer par travers le respect. Et la femme a vraiment besoin de sentir qu'elle plaît, qu'elle est aimée. Et donc, comme j'ai un peu abordé le sujet de la soumission, etc., reconnaître reconnaître l'autorité de l'homme sur soi et sur la famille, comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'on est des serpillères ou des esclaves, mais reconnaître
l'autorité, tout simplement, sur la famille, et ne pas oublier qu'on est toujours le supérieur ou l'inférieur de quelqu'un, et que si votre mari est supérieur à vous dans l'autorité de la famille, il a des comptes à rendre aussi au-dessus de lui, tout simplement, et il a les responsabilités qui vont avec. Donc il ne faut pas se dire « Ah bah tiens, c'est trop facile, l'homme est le chef de la famille ». Non, je pense que il y a des grosses responsabilités qui vont avec. Nous, on a les nôtres à notre niveau. Et voilà, chacun doit rester à sa place, mais reconnaître effectivement l'autorité du mari, susciter sa confiance, se soumettre à lui dans le sens... C'est à la fois se soumettre à son... Enfin, c'est se mettre sous son autorité, mais aussi sous sa protection. C'est ça qui est important. Le mot soumission est vraiment galvaudé à l'heure actuelle. Soit il est... Mais même dans nos milieux, j'allais dire, où... Évidemment, dans la société, à l'extérieur, c'est surtout pas de soumission à qui que ce soit. De toute façon, c'est ni Dieu ni maître, donc encore moins se soumettre à son mari. Mais même dans nos milieux, parfois, la soumission, les hommes, à force de voir l'extrême inverse dans la société, veulent vraiment des femmes limite esclaves, alors que pas du tout. La soumission, c'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose à bien comprendre aussi. Se rappeler qu'on est tous l'inférieur de quelqu'un et que voilà, l'homme aussi a d'autres occasions de se soumettre pour le bon fonctionnement de la cité et de la société politique. L'homme va agir pour le bien commun et pas pour son petit bien, pas pour faire le petit chef, pas juste pour marquer son autorité. C'est évidemment pour le bien de la société politique et il a les charges et les responsabilités équivalentes. Tous ces petits changements qui vous paraissent peut-être un peu anodins, enfin je ne sais pas trop, mais c'est vrai que ça paraît être des petites choses, ou alors vous avez peut-être déjà l'impression de le faire, et si vous le faites, tant mieux, mais prendre conscience, peut-être essayer d'analyser ce qu'on dit et ce qu'on fait au quotidien, et parfois on se rend compte, mais oui c'est vrai, en fait je fais tout le temps des remarques, ou alors... mais c'est vrai, je suis jamais contente dès qu'il fait quelque chose, voilà, ou je materne tout le temps mon mari, je l'infantilise tout le temps. Non, le but, c'est vraiment de voilà, montrer qu'on lui fait confiance, qu'on lui laisse sa place d'homme. Essayer aussi de ne pas le comparer tout le temps aux autres hommes. Prier pour lui, ça c'est très important. Essayer de ne pas l'interrompre. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est un défaut très féminin, de faire des sous-entendus. Au lieu d'être claire et précise, de demander quelque chose de façon bien formulée, faire une phrase, quoi. Eh bien, on va faire des sous-entendus. On va, au lieu de demander clairement, écoute, j'aurais besoin que tu... Je sais pas... ça me ferait plaisir qu'on ait vraiment un moment à tous les deux. Soit on va au restaurant, soit on dîne, mais juste tous les deux, sans les enfants, voilà. Au lieu de demander ça, la femme va faire des espèces de ah tiens, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Ah tiens, j'ai une amie qui m'a parlé d'un super restaurant. Elle y allait avec son mari. Et voilà, et on pense... Mais parce qu'on fonctionne en tant que femme et on pense que c'est clair pour l'homme. Mais pas du tout. Hein. En fait, on dit la même chose, mais on n'a pas le même dictionnaire. Donc si on dit ça, l'homme, ça va, oui, d'accord, très bien, il y a un nouveau restaurant en ville, génial. Et il ne va pas comprendre. C'est ça. Donc si on veut obtenir, entre guillemets, obtenir quelque chose, voilà, si on a une demande légitime, autant la formuler de façon claire et précise. Et de dire les choses... alors c'était pendant une conférence un prêtre qui parlait de ça en disant si un homme demande à une femme est-ce que tu veux un café, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que tu veux que je te fasse un café? Mais si une femme demande à l'homme est-ce que tu veux un café, c'est pour montrer qu'elle aurait envie d'un café et elle pose la question pour que son mari ait l'idée de dire ah non moi j'en veux pas mais si tu veux je t'en fais un. Voilà, ça c'est vraiment les femmes, très très compliqué, mais bon moi aussi je jette pas la pierre. Mais voilà, ça c'est peut-être un petit défaut à apprendre à s'exprimer clairement et ça facilite beaucoup de choses, vraiment. Donc apprendre à dire, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais voilà, apprendre à demander de façon directe, ça me ferait plaisir si tu faisais ça, ou alors ça me dérange, ou ça me fait de la peine quand tu dis telle chose, et puis voilà, et puis après je pense que les hommes ont beaucoup plus envie d'être à l'écoute d'une femme qui lui dit clairement, écoute mon chéri, quand tu fais ça, vraiment ça me fait de la peine, ou j'aimerais bien qu'on en discute, s'il te plaît, voilà, au moins c'est clair, plutôt qu'une femme qui va bouder, qui va pleurer dans son coin, qui va être désagréable parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut. Non, voilà, il faut avoir le
le courage, j'allais dire, parce que c'est vrai que ça nous demande un peu, peut-être que les hommes s'en rendent pas compte, mais bon, parfois ça demande un peu de courage et de se surpasser un peu pour dire clairement et s'exprimer clairement. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment assez importantes. Il y a un livre qui est assez bien fait là-dessus. Alors après, je crois qu'elle est peut-être Mormon, la femme, qui l'écrit, donc bon. Faut passer au-dessus de certaines choses, mais c'est l'univers fascinant de la femme. Ah oui. Et donc, bon, il y a des petites choses qui sont un peu exagérées, donc à prendre avec précaution quand même, mais la plupart des choses qu'elle dit, sont vraiment super intéressantes. Et donc, l'auteur, c'est Hélène Andelin, Andelin, et sur le blog, vous le trouverez, c'est un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Et elle parle de toutes ces différences, de la façon dont on fonctionne, et elle montre comment une femme, par des toutes petites choses, peut vraiment aider son mari à se sentir vraiment homme, à sentir qu'il a vraiment sa place. Et c'est vraiment super intéressant. Et j'ai une lectrice qui m'a écrit récemment en me disant « Mais merci beaucoup pour la découverte de ce livre ». Elle a dit « Bon, j'avais pas spécialement de problème de couple, donc ça allait bien dans son couple. Et pourtant, elle a quand même appliqué certaines choses. Et elle me dit « Mais c'est la révolution dans mon mariage ». Elle m'a dit « J'aurais aimé savoir toutes ces choses avant de me marier ». Et elle dit « Ça a vraiment... » Pourtant, elle n'avait pas de problème spécial. Elle dit ça a tout changé. Le fait de laisser l'homme à sa place, de comprendre comment l'homme fonctionne, de comprendre ce qu'il a besoin, d'éviter de faire des choses qui vont énerver, castrer, infantiliser, materner. On a aussi une tendance à materner les hommes qui est vraiment... qu'il faut vraiment éviter toujours, je le disais, leur dire quoi faire, les traiter vraiment comme des enfants. Voilà, faut vraiment ce sont des adultes. Peut-être qu'il y a des choses qui font moins bien que vous. Il y a aussi des choses qui font mieux que vous. Voilà, faut apprendre à composer avec ça, mais avoir le courage, surtout quand ça va pas dans un couple, avoir le courage de changer en premier. C'est vrai que parfois c'est difficile. Tous les deux, on a des défauts. Tous les deux, on se fait du mal sans le vouloir. Et ça peut être difficile de se dire, allez, aujourd'hui, c'est moi qui change, c'est moi qui vais faire les efforts, ça va peut-être mettre du temps. Et en fait, l'homme, naturellement, quand il voit une femme qui garde son rôle de femme et qui, entre guillemets, lui fait confiance et le laisse tranquille, et ben finalement, c'est là qu'il va avoir naturellement envie de changer et d'être meilleur pour la femme, tout simplement. Donc, accepter peut-être de changer en premier et pour améliorer les choses. Et tout ça, c'est des petites choses qui peuvent aussi se mettre... s'appliquer avec son père, son frère, enfin voilà, avec les hommes de l'entourage tout simplement. Je le vois au bureau par exemple, c'est vrai que les hommes sont hyper frustrés de ne pas pouvoir être galants, ça c'est vraiment un truc bête et basique, mais voilà, permettre à je sais pas, un collègue qui vous propose de vous aider à porter quelque chose, ou un frère qui veut vous aider dans tel ou tel, voilà, faut accepter. Oui, mon carton, je suis capable de le porter toute seule. A priori, je suis pas non plus complètement idiote ou fragile. Mais pourquoi pas, si l'homme le propose, on lui laisse l'occasion d'aider, de montrer ses muscles, de se sentir... Non, mais je veux dire, voilà, c'est important de montrer à l'homme qu'il est utile aussi et qu'il peut vous aider et que vous comptez sur lui. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. Je suis pas en train de dire que la femme est complètement idiote, qu'elle sait pas vivre toute seule, qu'elle sait pas se nourrir toute seule, etc. Elle est capable. Mais est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle? Et est-ce que c'est... je pense que c'est plus intéressant de savoir se compléter l'un et l'autre et s'apporter mutuellement des choses plutôt que de dire je suis capable toute seule de tout faire et il faut me laisser. En effet, pour vivre ensemble et être complémentaires, donc autant l'appliquer vraiment au quotidien. Je vais avancer vers la deuxième partie parce que le temps file, sur la maternité. Je l'ai déjà dit, différentes sortes de maternité. C'est pas forcément la maternité charnelle. Les femmes qui sont stériles, les femmes qui restent célibataires, etc. Voilà, il n'y a pas de... Il y a d'autres façons de se donner. Je pense notamment aux métiers que l'on peut choisir, infirmière, institutrice, tout ce qui est œuvre paroissiale et sociale, etc. Alors la maternité, je voulais parler un petit peu rapidement. Bon, j'en ai déjà parlé souvent dans des articles, mais j'en redis vraiment 2-3 mots sur le fait d'être mère au foyer. Alexandre en a touché un mot tout à l'heure. C'est vrai que on est dans une société où les femmes sont poussées à travailler, même parfois quand elles n'en ont pas besoin. On pousse les femmes à penser qu'il n'y a que en dehors du foyer qu'elles vont pouvoir s'épanouir.
il faut garder de l'équilibre en toute chose. La société fait que le coût de la vie, plein de choses font que très souvent on est obligé pour des questions financières la femme est obligée de travailler. Ce que je ne condamne pas, mais il faut quand même garder à l'esprit l'ordre des choses et se dire que dans une société normale, dans un monde normal, les enfants ont besoin de leur maman, surtout dans les premières années de leur vie, pour s'épanouir. Après, il y a beaucoup de moyens, une fois que les enfants sont grands, ou alors on peut travailler à temps partiel, on peut être en télétravail, on peut avoir un métier qui permet de concilier les deux et d'être beaucoup à la maison. Mais beaucoup de femmes oublient cela, et ça me fait vraiment de la peine. Et pareil, je reçois vraiment des témoignages dans ce sens-là, de femmes qui me disent à force d'avoir écouté vos podcasts, d'avoir lu vos articles, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai compris qu'en fait, je m'épanouissais très bien chez moi. Mais en fait, à force que la société dise aux femmes, vous ne pouvez pas être bien chez vous, il faut sortir, il faut avoir une vie sociale, parce que apparemment, quand on est mère au foyer, on n'a pas de vie sociale. Il faut sortir, il faut avoir un métier rémunéré pour pouvoir vous épanouir. Les femmes sont persuadées, mais vraiment sont convaincues que c'est comme ça et pas autrement. Et donc, bon, voilà, si on est obligé de travailler, on est obligé de travailler, mais c'est plus pour un peu, j'en retouche un mot, juste pour faire un peu changer les mentalités, parce que même dans nos milieux, il y a beaucoup de femmes qui travaillent alors qu'elles ne seraient pas du tout obligées, je veux dire, d'un point de vue financier. Et c'est vraiment très, très triste. Très dommage aussi, enfin, au-delà de triste, c'est pas ça le mot, c'est surtout très dommage pour les enfants, pour la famille, pour le foyer de façon générale. Je citerai Pie XII sur le rôle de femme au foyer, qui dit « L'épouse est le soleil de la famille. Mais qu'arrive-t-il si la famille se voit privée de ce soleil, si continuellement et à tout propos dans les rapports les plus intimes, l'épouse n'hésite pas à faire sentir combien lui pèse la vie conjugale et la vie familiale ? Où est son affectueuse douceur ? Elle ne fait, hélas, par sa voix âpre, ses plaintes et ses reproches, que jeter le trouble et l'amertume dans l'intimité de la vie familiale. Ainsi, les maris vont chercher ailleurs la tranquillité, le repos, le plaisir que ne leur donne pas leur propre maison. Voilà jusqu'où peut aller, épouse, votre part de responsabilité dans la concorde du bonheur familial. » Donc c'est très important que la femme fasse de son foyer un endroit paisible, chaleureux, où il fait bon vivre. Ça, on le voit aussi, j'avais aussi écouté dans des conférences où les épouses se plaignaient que leurs maris passent leur temps au bistrot ou passent leur journée au travail, ce qui est normal, mais après, au lieu de rentrer directement à la maison, qu'ils soient au bistrot. Et la personne qui faisait la conférence disait « Mais les femmes ne se rendent même pas compte que c'est elles qui poussent leurs hommes à aller au bistrot plutôt que de rentrer à la maison. Si vous savez que quand vous rentrez à la maison, vous allez avoir une femme acariâtre, désagréable, qui crie sur vous, qui vous reproche tout de suite des choses, dans une ambiance désagréable, forcément vous allez un petit peu retarder l'heure où vous allez devoir affronter votre foyer. Et donc certains hommes passent au bistrot ou ailleurs, ou passent plus de temps au travail alors qu'ils ne seraient pas obligés. Donc voilà, l'importance de vraiment créer un climat agréable à la maison, ne pas sauter sur son mari dès qu'il rentre avec tous les problèmes. Alors il y en a un qui a fait ci, le deuxième a fait ça, le troisième a vomi partout, et tout de suite pas le harceler, mais tout de suite le bombarder avec tout ça, ou lui demander dès qu'il arrive de réparer telle chose, ou j'en sais rien. C'est laisser l'homme arriver tranquillement dans un endroit agréable, et puis après pourquoi pas régler les problèmes ou lui raconter ce qui s'est passé. C'est Nietzsche qui disait que l'homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le repos du guerrier. Et ça n'est pas moins important que de faire la guerre, entre guillemets. Ça n'est pas moins important d'être dans son foyer que le rôle du mari qui est à l'extérieur. C'est tout aussi important de favoriser tout un contexte et toute une vie, toute une ambiance où l'homme pourra vraiment se ressourcer, se reposer, où la famille pourra se construire de façon épanouie. Voilà, rayonner de bonheur, être sereine même dans les épreuves. Alors bon, ça peut paraître facile à dire, mais ce sont des choses aussi qui se travaillent et qui s'apprennent. Il y a beaucoup de conseils dans le livre dont je vous ai parlé, le manuel de survie d'une mère de famille. Je rajouterai également, parce que les mères de famille ont quand même beaucoup la pression. On a envie d'être une mère de famille parfaite, qui sourit tout le temps, qui est bien habillée, maison impeccable, aucune tache partout. Et on se met la barre très haute, je pense. Les femmes se mettent la barre très haute. Et il faut apprendre aussi à ne pas se mettre trop la pression.
ne pas être dans un esprit de perfectionnisme constant, prendre du temps pour soi, j'en ai déjà parlé, aussi demander de l'aide quand on peut. Il y a beaucoup de jeunes filles déjà qui sont en aide de pouvoir donner un coup de main. Les célibataires aussi, si vous avez des amis qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, qui seront peut-être aussi contents de venir vous aider. Acceptez vraiment que tout ne soit pas toujours parfait, 100% propre, 100% désinfecté. C'est vraiment voilà, apprendre aussi à lâcher prise de temps en temps. Et pour, le mère au foyer, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas... Femme qui travaille, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, faire attention voilà, à toutes ces idées modernes qui... Ne pas avoir envie de suivre le courant à tout prix, mais apprendre à réfléchir tout en gardant le bon sens et l'esprit pratique, bien sûr, mais apprendre à ne pas perdre de vue que ce sont des exceptions. Et voilà. Et je citerai tout à l'heure Pie XII à ce sujet d'ailleurs. Et dernière partie sur l'éducation. Je rappellerai donc un premier élément qu'avait donné Alexandre tout à l'heure. Voilà, c'est la maman qui donne les premiers éléments d'éducation. Et c'est par l'éducation qu'on va passer de la pluralité à l'unité de la société politique. Donc le rôle de la femme est vraiment très important dans l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation ? C'est former l'intelligence et la volonté de l'enfant vers la fin pour laquelle il est créé. Et comme c'est a priori, en tout cas au début de la vie d'un enfant, c'est la maman qui passe plus de temps avec lui, il est donc essentiel que les femmes comprennent leur rôle, l'importance de leur rôle. Et comme je le disais, c'est au-delà d'apprendre à l'enfant à se nourrir, à être propre, à être autonome et à être poli. C'est pas seulement ça. C'est vraiment développer les intelligences et les volontés et lui apprendre le bien commun, la partie qui est ordonnée au tout, pas en ces termes, mais voilà, c'est aussi ça le rôle, c'est pas juste donner les choses basiques, c'est vraiment aller au-delà et comprendre l'importance de tout cela. Évidemment, les premiers éducateurs sont les parents, mais c'est après bien choisir ceux qui vont prendre le relais. On ne peut pas tout faire, donc il y a forcément les écoles, etc. Donc ça, il faut bien évidemment prendre en compte et faire attention aux choix que l'on pose et aux personnes qui vont éduquer aussi ou compléter l'éducation de nos enfants. Et puis pour celles qui peut-être seront religieuses ou qui n'auront jamais d'enfants ou qui seront stériles ou peu importe, il est quand même essentiel d'intégrer toute l'importance de ces principes d'éducation, parce qu'on n'éduque pas seulement nos propres enfants, nos enfants de la chair. Si on est institutrice, si on est peu importe, on a aussi d'autres rôles qui fait que l'on éduque d'une certaine façon les enfants. Et pensez aussi que l'éducation passe aussi par l'exemple. Et ça, c'est vraiment un point essentiel dont on parlait un petit peu tout à l'heure par rapport aux vêtements. Mais c'est vrai que quand on a des parents qui montrent le mauvais exemple, qui donnent des bons principes peut-être, mais qui montrent le mauvais exemple, c'est un petit peu compliqué d'avoir ensuite l'adhésion des enfants. Donc essayons déjà nous-mêmes d'être vraiment de bons exemples dans nos attitudes, dans notre tenue vestimentaire, dans nos paroles, dans notre vie de prière. Je le disais, dans la façon dont on traite, dont la femme traite son époux. Voilà, tout ça, c'est des petites choses, mais finalement, rien que par notre exemple et sans forcément beaucoup de paroles, on va déjà avoir beaucoup d'influence et beaucoup d'impact, et il faut que ça soit positif. Éduquer également, la femme doit éduquer l'enfant à la vertu, lui donner le goût vraiment de la véritable beauté morale, l'habituer à vivre en présence de Dieu, lui donner envie de plaire à Dieu et aussi de plaire à ses parents, évidemment, devoir d'obéissance, de piété filiale. Et comme je le disais, lui inculquer le dévouement et le sacrifice pour le bien commun. Ça, c'est vraiment important. Ça s'apprend déjà dans la famille. On a des frères et sœurs, on n'est pas tout seul. Bon, voilà, parfois il faut faire des compromis, parfois il y a des injustices, parfois il faut faire des sacrifices, mais là, apprendre aux enfants à le vivre et à bien le vivre, sans frustration, mais en offrant et en étant vraiment content de toutes ces choses. En tant qu'éducatrice, eh bien évidemment, il faut appuyer l'éducateur, le père, qui aussi fait son rôle d'éducateur,
Et comme je le disais, accepter plutôt que le papa soit généralement plus ferme ou qu'il sanctionne. Par amour, les femmes ont souvent tendance à laisser passer, à être indulgente. On voit notre enfant pleurer, donc on va peut-être plus facilement s'attendrir. Mais voilà, apprendre aussi que c'est en étant peut-être plus sévère ou plus ferme que l'enfant va aussi vraiment se développer. Et quand on aime vraiment ses enfants, eh bien on veut leur bien. Et donc on est prêt à leur montrer la bonne voie, même si c'est exigeant. Autre nécessité pour être une bonne éducatrice, c'est de compléter ou parfaire sa propre éducation et sa propre culture. Comme je le disais dans le deuxième cours, si on est vide, on n'a rien à transmettre. Si on ne nourrit pas son âme, son esprit, si on ne se cultive pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants? Pas forcément grand-chose. Et puis aussi pour pouvoir échanger avec son mari, tout simplement, faire grandir ses enfants. Et se former aussi, déjà j'allais dire par propre souci intellectuel, tout simplement, apprendre à vraiment raisonner, à détecter les sophismes, à voir, je sais pas, il suffit d'écouter les informations pour voir les raccourcis qu'ils font ou toutes les lavages de cerveau que l'on subit. Voilà, apprendre à ne pas se laisser avoir, mais à vraiment réfléchir par soi-même, ne pas se laisser désinformer ou manipuler. Et c'est aussi une façon d'apprendre à ses enfants de le faire. N'écoute pas tout ce qu'on te dit, apprends à réfléchir par toi-même, leur apprendre à analyser. Bon, après, c'est chacun à son niveau, on fait peut-être pas ça avec un enfant de 4 ans, mais déjà, apprendre, tout ça, c'est des choses qui peuvent se transmettre assez jeunes, finalement. Et dernière chose aussi, s'investir dans la lutte contre l'illusion féministe. Je dis pas contre le féminisme, je dis contre l'illusion féministe. C'est une illusion. Parce que ce mouvement donne l'impression d'être un bon mouvement qui est pour le bien des femmes, pour le droit des femmes, pour la protection des femmes, pour l'égalité homme-femme, alors qu'en réalité, pas du tout. Je vous ai déjà parlé du féminisme l'année dernière, mais j'entends de plus en plus souvent beaucoup de catholiques, beaucoup de femmes bien, entre guillemets, qui disent oui, mais on peut être féministe et catholique. Ou alors oui, il y a un bon féminisme. Oui, je suis d'accord, le féminisme actuel, bon, là c'est sûr, c'est trop extrême, ça va trop loin, mais non, il y a un bon féminisme à la base qui peut vraiment faire du bien aux femmes, etc. Alors qu'est-ce qu'elles appellent bon et mauvais féminisme? Le mauvais féminisme, c'est celui qui prône la supériorité de la femme qui écrase l'homme, qui castre l'homme, enfin tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et le bon féminisme, c'est juste avoir l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, l'égalité devant la loi, etc. Alors que le féminisme par lui-même est une idéologie qui est mauvaise. Ça ne veut pas dire que toutes les féministes ou tout ce que fait le féminisme est mauvais en soi. Il y a eu aussi des choses qui se sont révélées être bonnes ou voilà, qui ne sont pas mauvaises foncièrement, mais l'idéologie en elle-même est mauvaise. C'est comme si on dit voilà, le communisme est mauvais en soi. Est-ce que ça veut dire que tous les communistes ne disent que des erreurs, sont tous méchants, etc. Non, il y a peut-être des communistes qui font des bonnes choses, bon. Mais l'idéologie est mauvaise en elle-même. Et c'est la même chose avec le féminisme, qui part de vraies frustrations et de vraies injustices, mais finalement va transformer tout ça en vengeance contre les hommes ou alors en copie des hommes. On essaye d'être la copie conforme des hommes. Et quand on voit ce que dit Simone de Beauvoir sur certains sujets, et qui est donc une des fondatrices du féminisme, enfin une des grandes figures du féminisme en France, on voit vraiment la perversion, enfin on voit comment cette idéologie est vraiment intrinsèquement mauvaise. Ce qu'elle dit sur la maternité, mais elle dit des choses affreuses, que c'est l'aliénation de la femme, elle parle de la grossesse, mais d'une façon horrible. Je crois que je vous les avais données l'année dernière, les citations. Par exemple, c'est Simone de Beauvoir qui dit « Aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison pour élever ses enfants. La société devrait être totalement différente. Les femmes ne devraient pas avoir ce choix, précisément parce que s'il y a un tel choix, trop de femmes le choisiront. » Et après, on dit que c'est vraiment la libération de la femme. Moi, tout le monde me dit, mais non, parce que quand on parle de les femmes qui travaillent ou je sais pas quoi, quand je dis que non, il y a vraiment un lavage de cerveau pour que les femmes travaillent,
tout le monde, beaucoup de gens me disent mais non, pas du tout. Le but, c'est que la femme ait le choix, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Autrefois, elle pouvait pas. Là, vraiment, le but, c'est qu'elles aient le choix. Mais quand on lit ce genre de phrase, non, le but, c'est pas qu'elles aient le choix. C'est sous couvert d'avoir le choix. Non, c'est vraiment qu'elles quittent leur foyer. Et voilà, si elles ont le choix, trop de femmes choisiront de rester au foyer. Parce qu'elles savent bien que l'instinct maternel, ça va être de rester, en tout cas pendant les premières années, pendant un certain nombre d'années, ça va être de rester dans son foyer et près de ses enfants. Je ne connais pas une seule femme, parmi mes collègues, il y en a beaucoup qui ont eu des enfants quand même, j'en connais pas une qui est revenue et qui était contente de revenir. Et pourtant, elles sont féministes, elles ne sont pas du tout catho ni quoi que ce soit. Mais pour toutes, c'était un déchirement de revenir à la fin de leur congé maternité. Bon, après, ça leur passe et le vent tourne, mais en tout cas, pour toutes, c'est hyper difficile de quitter si tôt un bébé. Alors, je dis pas après, plus tard, l'enfant va à l'école, est-ce qu'on peut trouver un mi-temps? Bon, ça, c'est autre chose. Mais on voit que ça va vraiment contre la nature de la femme. C'est ça, la perversité de ce mouvement. On essaye de faire croire à la femme qu'elle sera heureuse en étant un homme. Et non, on peut pas être heureuse en étant autre chose que ce qu'on est et ce pourquoi on est faite. Comment dire, il n'y a pas de... On peut parler de... Toutes celles qui parlent de féminisme chrétien, non, vraiment, ça n'existe pas. On peut parler de féminité, on peut parler de mettre en avant le génie féminin, la spécificité féminine, pardon. Mais non, on peut pas du tout dire qu'il y a un féminisme chrétien. Sous prétexte de libération de la femme, on a eu l'avortement, la pilule, l'obligation presque du travail. Le but des féministes, c'est vraiment de désaxer la femme, c'est-à-dire la sortir de son axe, de son chemin, de ce pourquoi elle est faite, de sa nature. Rien que tout ce qui est dit par rapport à sa maternité, on voit bien que ça va contre la femme qui est vraiment faite pour la maternité. Comme je le disais, son corps lui rappelle tous les mois. Après, il y a différentes formes de maternité, on est bien d'accord, mais en tout cas, la femme est faite pour ça. C'est la nature la plus évidente, physiquement, ça se voit. Voilà, les féministes le nient. La franc-maçonnerie a profité de ce mouvement pour détruire la famille. Ça a fait la joie du capitalisme aussi, puisque c'était aussi une des raisons, c'était de pouvoir taxer. Avant, il n'y avait que l'homme qui travaillait et qui avait un salaire qui était vraiment rémunéré. La femme travaillait, mais d'une autre façon, on travaillait plutôt dans sa famille. Là, ça permettait d'avoir 2 salaires qu'on pouvait taxer. C'est ça aussi, il faut voir toutes les idées derrière. L'avortement aussi. L'avortement, soi-disant, pour la libération des femmes, pour éviter les avortements clandestins, etc., qui pouvaient faire mourir les femmes. Bon, ça fait aussi mourir un enfant, mais ça, apparemment, c'est pas trop grave. Et donc, l'avortement, sous prétexte de libération de la femme, normalement, l'avortement, si vraiment c'était la libération de la femme pourrait choisir est-ce qu'elle avorte ou non. Et déjà, on voit que c'est biaisé, puisque ça, pareil, il y en a beaucoup qui le nient, mais c'est évident, il y a énormément de témoignages là-dessus. La femme n'est pas libre, enfin beaucoup, la plupart ne sont pas libres de choisir, puisqu'elles ont toujours la pression de leur compagnon. Si c'est pas le compagnon, ça va être la famille. Ah, t'es trop jeune, ah, tu peux pas, je sais pas quoi. Le médecin, elles ont la pression de tout le monde pour avorter. Donc déjà, c'est pas une décision vraiment libre. Et quand on voit le business, le côté économique, l'argent que ça rapporte à toutes ces personnes, l'avortement, pourquoi on essaye... D'ailleurs, Simone de Beauvoir, au départ, j'ai dit, c'est a priori pas son intention, après on sait pas trop, mais dans les discours qu'elle donnait, elle voulait pas du tout que l'avortement soit aussi généralisé. En tout cas, dans ses discours, c'est ce qui ressortait. Alors qu'aujourd'hui, on promeut à fond l'avortement et le nombre d'avortements ne baisse pas alors qu'il y a beaucoup plus de contraception. Et pourquoi ? Parce qu'aussi, l'avortement représente c'est un business à lui-même, et on le voit avec les scandales du planning familial aux États-Unis notamment, mais je suppose que c'est la même chose qu'en France, où il y a des trafics d'organes, tout ce qu'on prend sur... je vous passe tous les détails parce que c'est vraiment des trucs horribles, mais on veut favoriser l'avortement pour qu'il y ait des fœtus à revendre et qu'on puisse faire beaucoup de choses dessus. Donc ils ont tout intérêt à ce que le nombre d'avortements reste stable ou augmente, alors que, et maintenant on le voit avec l'IVG qui est autorisé maintenant jusqu'à 9 mois de grossesse. Alors il y en a qui vont me dire non mais c'est juste en cas de détresse psychosociale. Alors j'aimerais bien savoir comment on va mesurer la détresse psychosociale, parce que voilà, il suffit de... Oui, exactement. Et il suffit de voir que pendant le confinement par exemple, ça a été un des premiers sujets
je sais plus de quel ministre, je sais plus si c'était Agnès Buzyn ou pas, mais je veux pas être médisante. Mais bon, il y a un ministre qui, une de ses premières préoccupations, c'était l'accès des femmes à l'avortement pendant le confinement, quoi, puisque pas le droit de sortir, etc. Et puis avoir un bébé, enfin tomber enceinte en période de confinement, justement, ça c'est une détresse psychosociale, quoi. C'est pas le bon contexte quand même pour tomber enceinte et pour accoucher, donc dans ces cas-là, on aurait le droit d'avorter. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment, surtout peut-être les plus jeunes d'entre vous, apprendre à réfléchir et à voir tout le côté vicieux et pernicieux de toute cette idéologie et de tout ce qu'on essaye de nous faire croire, parce que je pense qu'à force de s'habituer à entendre toutes les choses du féminisme, c'est vrai que comme c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent, et si vous dites que vous n'êtes pas féministe, alors ça c'est péché mortel, et ça veut dire que tu es contre les femmes, ça veut dire que tu es pour les femmes battues. Ça, c'est la première chose qu'on me sort. Si je dis que je suis pas féministe, c'est « Ah, donc tu es pour que les femmes soient battues ». J'aimerais bien connaître le raccourci d'où il vient, mais voilà. Il y a vraiment des raccourcis et des lavages de cerveau qui sont faits pour faire en sorte qu'on n'arrive plus à réfléchir et à poser nos propres jalons, nos propres raisonnements, et on fait tout pour montrer que tu es obligé d'adhérer à cette idéologie, sinon vraiment tu es contre les femmes, quoi. Donc apprendre vraiment, je pense que au niveau éducation, surtout éducation des filles, c'est vraiment très important de leur parler de tout ça, pour que le jour où elles seront aussi un peu lâchées dans le monde et qu'elles entendront tous ces discours, qu'elles apprennent à les analyser, à pas tomber dans le piège. Si elles en ont jamais entendu parler, le jour où on va leur dire ah mais alors tu voulais pas, je sais pas, ça veut dire que t'es pas contente d'avoir ton propre compte en banque et ton propre chéquier. Ah donc t'es pas contente d'avoir le droit de conduire ou sans l'autorisation de ton mari. Non, voilà, faut apprendre à déjouer tous ces arguments et puis apprendre aussi que les deux méthodes, enfin il y a beaucoup de méthodes douteuses de la part des féministes, mais il y en a deux vraiment qui sont très pénibles, c'est la culpabilisation et la victimisation. Les femmes sont toujours posées comme des victimes des hommes, victimes de la violence des hommes, de la méchanceté des hommes, qui sont vraiment des créatures horribles. Comme je le disais, le monde se porterait bien mieux s'il n'y avait que des femmes. Ça, c'est le genre de discours qu'on entend. Il y aurait la paix dans le monde s'il n'y avait que des femmes au grand poste. Donc voilà, infantilisation des femmes, je pense tout simplement pour mieux les manipuler aussi. Je vais m'arrêter sur le féminisme et je vais conclure cette dernière partie par une citation de Pie XII encore. Mais je ne vais pas la lire en entier parce qu'elle est longue. Pour conclure un petit peu sur ce qu'on a dit, voilà, le rôle de l'homme et de la femme dans la cité et dans la société politique. Donc, la femme doit concourir avec l'homme au bien de la cité. Tous deux ont le droit et le devoir de coopérer au bien total de la société et de la patrie. Mais il est clair que si l'homme est par tempérament plus porté aux affaires extérieures, aux affaires publiques, la femme possède généralement parlant une plus grande perspicacité et un tact plus fin pour comprendre et résoudre les délicats problèmes de la vie domestique et familiale, base de toute la vie sociale, ce qui n'empêche pas que certaines savent faire preuve d'une grande compétence dans n'importe quel domaine de l'activité publique. Donc le pape reste assez équilibré sur ce sujet, en montrant que chacun doit apporter quelque chose de spécifique à la société. Généralement, les hommes sont meilleurs dans tel domaine et les femmes dans tel autre, mais voilà, il faut aussi savoir s'adapter et se compléter. En conclusion, je peux aussi vous donner une citation d'Hélène Andelin dans son livre « L'univers fascinant de la femme ». Les femmes ne devraient jamais penser que leur travail est moins important que celui des hommes. Le rôle de l'épouse, de la mère et de la ménagère n'est pas inférieur au rôle masculin de bâtisseur de la société et de soutien de famille. Tous les deux sont des piliers de la société. À leur façon, bien entendu, mais si la femme arrête de jouer son rôle, ça ne va plus. Si l'homme arrête de le jouer aussi, ça ne va pas non plus. Comment conclure sinon en vous parlant du modèle des femmes par excellence, qui est donc la Sainte Vierge, qui nous donne beaucoup de leçons, notamment par exemple par rapport à la soumission. Elle était supérieure à Saint Joseph en vertu naturelle, en sainteté, en intelligence, en charité. Elle n'avait pas le péché originel, Saint Joseph l'avait, et pourtant elle s'est soumise à Saint Joseph
Elle a suivi l'ordre naturel des choses. Elle a toujours été soumise à Saint Joseph. Elle n'a pas remis en question son rôle de chef de famille. Pourtant, elle était supérieure à lui. Mais Saint Joseph était le chef dans l'ordre naturel, même s'il était inférieur à Dieu, donc dans l'ordre surnaturel. Avec la Sainte Vierge, on apprend vraiment c'est une école de vertu, on apprend toutes les vertus, mais même dans le quotidien, que ce soit célibataire, marié, jeune, plus âgé, dans les honneurs, dans l'humiliation, dans les mystères joyeux, les mystères douloureux. Voilà, la Sainte Vierge est vraiment une leçon universelle pour nous toutes. Et nous devons vraiment apprendre à avoir le courage de travailler sans relâche, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ne rien lâcher et voir l'importance de notre rôle. Et j'aimerais bien terminer par cette citation du livre des Proverbes, mais que vous connaissez sûrement, qui montre l'importance du rôle de la femme forte, de la femme courageuse, celle qui ne néglige pas son devoir. Ça, c'est important parce que je pense qu'on a tendance à se dire... ce qui peut être aussi un autre extrême, à force d'entendre la femme ne reste pas dans son foyer ou la femme ne doit pas travailler, peut-être qu'on se dit oui, il faut que je sois vraiment la bonne ménagère, que je m'occupe bien de la logistique, du côté matériel, et peut-être qu'on oublie que notre rôle va au-delà de ça et que nos responsabilités sont vraiment plus importantes et que c'est vraiment en ne négligeant pas ses devoirs qu'on va plaire autant à Dieu qu'à notre mari. On est loin vraiment, quand on lit cet extrait du livre des Proverbes, on est loin de l'image de potiche qui est donnée actuellement des femmes au foyer qui ne font rien de leur journée et qui s'ennuient, bien sûr, c'est bien connu. Mais voilà, comme toujours, tout est une question d'équilibre. Il ne faut pas se croire supérieur aux autres. Il ne faut pas penser non plus qu'on est une serpillière. On a le droit de penser et d'agir par nous-mêmes, mais il faut que tout se fasse dans l'ordre des choses. Donc, citation du livre des Proverbes. « Qui peut trouver une femme forte ? Son prix l'emporte de loin sur celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. » Très important. Et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle recherche de la laine et du lin. Elle travaille de sa main joyeuse. Elle est comme le vaisseau du marchand. Elle apporte son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que son gain est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts prennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle ouvre la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, le byssus et la pourpre sont ses vêtements. Son époux est bien connu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, elle livre ses ceintures aux marchands. La force et la grâce sont sa parure, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les bonnes paroles sont sur sa langue. Elle surveille les sentiers de sa maison, et elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent et la proclament heureuse, son époux se lève et lui donne des éloges. Fin de la citation. Donc voilà une femme qui a tout compris, qui reste à sa place, mais qui est loin d'être serpillière ou inactive. Elle fait le bien, elle gagne le respect de son époux et elle plaît à Dieu. Et c'est tout ce que je vous souhaite.